Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet particulièrement brûlant, avec une source unique mais très très dense, le Manifeste des voies du nucléaire. Oui, c'est un document qui vient d'un collectif citoyen qui défend cette énergie, on peut le dire, bec et ongle. Exactement, et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer leur thèse centrale. Pour eux, le débat actuel il est complètement faussé. C'est ça, ils parlent de mythes, de peurs qui, d'après le manifeste, ne résistent pas à l'épreuve des faits. On va donc explorer ensemble comment ils essayent de reconstruire cette image du nucléaire, point par point, sur le plan écologique, économique et même sociétal. Et ils posent un cadre assez dramatique dès le début en parlant d'une double menace. Laquelle? Le risque de manquer d'énergie d'un côté et le changement climatique de l'autre. Et face à ça, leur message est sans ambiguïté. Pour eux, le nucléaire est une partie incontournable de la solution. D'accord. Absolument. Et il faut vraiment voir ce manifeste comme une sorte de contre-offensive dans un débat public de plus en plus polarisé. D'emblée, le texte cherche à frapper fort. Il articule toute sa pensée autour d'une idée maîtresse. Ok. Que de dire non au nucléaire par principe, ça causerait un triple préjudice. C'est un concept assez puissant. Un triple préjudice. Oui. Le premier, selon eux, c'est qu'on se prive des avantages du nucléaire, pour les gens et pour le climat. Et là, pour appuyer, ils sortent une référence de poids. Le GIEC, j'imagine? Exactement. Le GIEC qui préconiserait un accroissement massif du parc mondial pour atteindre nos objectifs climatiques. D'accord, donc le premier préjudice, c'est un peu un coup d'opportunité. On refuse un outil qui serait efficace. Et les autres? Le deuxième est purement financier. Et là, le chiffre est colossal. Le manifeste parle de plus de 150 milliards d'euros déjà engagés en France. 150 milliards. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et et là je reprends leur formule qui est un peu assassine, pour décarboner un secteur électrique qui l'est déjà. Ah oui, la formule est bien choisie. On sent bien l'idée d'un gaspillage immense. Et enfin, le troisième préjudice est plus philosophique. C'est que ce rejet du nucléaire propagerait la méfiance envers la science. Et ferait primer l'idéologie sur les faits. Voilà. Et donc, pour combattre ça, leur plan d'attaque, c'est de mettre sur la table ce qu'ils appellent 10 réalités méconnues, pour essayer de remettre, selon eux, le débat sur de bons rails. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Le manifeste promet de rétablir 10 réalités. C'est ambitieux. Voyons voir si leur argumentation tient la route. Commençons par le sujet qui est sur toutes les lèvres, le climat. C'est leur point numéro 2, et ils n'y vont pas par quatre chemins. Je cite, « L'énergie nucléaire est incontournable dans le combat contre le changement climatique. » C'est leur argument d'ouverture, oui, le plus consensuel en apparence. Pour l'étayer, ils rappellent un fait assez simple. Ils disent « Regardez les 6 pays européens qui émettent le moins de CO2 pour leur électricité. » D'accord. Eh bien tous, ils le doivent à un duo, l'hydraulique ou le nucléaire. Et la France est citée comme 3e meilleur élève de la classe. Mais le point qui fait vraiment basculer l'échelle, c'est cette référence au JEC. Le manifeste martèle que pour stabiliser le climat, le JEC envisagerait des scénarios où le parc nucléaire mondial serait multiplié par 2, voire par 6. Une multiplication par 6, ce n'est plus un ajustement, là c'est un changement complet de paradigme. Et il ne s'arrête pas à nos frontières, si j'ai bien compris. Il voit le nucléaire français comme un acteur européen. Exactement. C'est leur 10e point qu'ils ont joliment intitulé « Le nucléaire français est le poumon vert de l'Europe ». Le poumon vert. Oui, l'idée est simple. En 2018, la France était le premier exportateur net d'électricité en Europe. Et comme cette électricité est produite à plus de 90% sans carbone, eh bien chaque électron qui passe la frontière remplace de l'électricité faite avec du charbon ou du gaz chez nos voisins. En Allemagne, en Italie. C'est ça. Du coup, leur raisonnement, c'est que l'impact positif du parc français se diffuse et contribue directement à nettoyer l'air du continent. C'est une vision assez systémique. Mais en parlant d'impact, ils ne se contentent pas de parler du carbone. Ils s'attaquent aussi à des sujets beaucoup plus sensibles, les points faibles habituels du nucléaire. Ah oui. Je pense à la biodiversité et bien sûr à la question qui fâche, les déchets. Et c'est là que leur stratégie de communication devient, je trouve, fascinante. Ils ne se défendent pas, ils attaquent. Ils essayent de retourner complètement la perception. C'est-à-dire? Sur la biodiversité, par exemple. Leur point 7 affirme sans détour. L'énergie nucléaire a le moins d'impact sur la biodiversité. Ah bon? Comment ils justifient ça? L'argument clé, c'est la densité énergétique. En gros, une centrale nucléaire, ça produit une quantité phénoménale d'énergie sur une toute petite surface. Donc par kilowattheure produit, elle consomme beaucoup moins de sol, d'eau, de matières premières.
L'emprise au sol, oui, on entend cet argument de plus en plus. C'est ça. Et pour se donner une crédibilité scientifique, il cite une prise de position de 2014 où 65 experts mondiaux en biologie de la conservation auraient appuyé cette idée. D'accord, c'est intéressant, mais ça nous amène au problème le plus emblématique, celui qui hante l'imaginaire collectif, les déchets. Bien sûr. C'est souvent l'argument final, celui qui met tout le monde d'accord contre le nucléaire. Comment est-ce qu'ils abordent ça? Alors ça, ils l'abordent en tout premier point de leur manifeste, comme pour crever l'abcès immédiatement. Et la formulation est conçue pour choquer. Je cite, « Les déchets radioactifs sont ceux qui posent le moins d'inquiétude aux autorités. Attendez, c'est une affirmation incroyablement forte. On est à l'opposé complet du discours habituel. Que les déchets les plus redoutés au monde sont en fait les mieux gérés. C'est un renversement complet. Comment ils justifient une chose pareille? Leur raisonnement se fait en deux temps. D'abord, la quantité. Ils insistent sur le fait que le volume est très très faible. Et ils utilisent une image choc. Laquelle? Pour les déchets les plus dangereux, ceux qui durent le plus longtemps, on parle de l'équivalent d'un dé à coudre par Français et par an. Un dé à coudre. Oui. Ensuite, et c'est le point crucial, ils parlent de la gestion. Ces déchets sont connus, localisés, confinés et gérés sur le très long terme. Il y a un plan. Et là, ils créent un contraste brutal avec les autres pollutions industrielles. Les gaz à effet de serre, par exemple. Exactement. Qu'ils qualifient de déchets non maîtrisés de l'activité humaine, qu'on relâche en masse dans l'atmosphère sans aucun contrôle. Leur logique, c'est mieux vaut un déchet très dangereux mais parfaitement maîtrisé qu'un déchet moins dangereux mais totalement hors de contrôle. Je vois l'idée. L'argument du dé à coudre est puissant, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne masque pas un peu la complexité du stockage à très très long terme ? La question des centaines de milliers d'années, est-ce que le manifeste l'aborde? Le manifeste ne rentre pas dans les détails techniques de CIGEO ou des autres projets, non. Son angle est plus philosophique. Il se concentre sur le principe de confinement et de responsabilité. D'accord. L'idée qu'ils défendent, c'est que la filière nucléaire est la seule à avoir intégré dès le départ le coût et la gestion de ces déchets pour les générations futures, contrairement à d'autres industries qui ont laissé une ardoise environnementale colossale. Pour eux, c'est une question de responsabilité assumée. Responsabilité assumée, confinement, d'accord. Mais que se passe-t-il quand le confinement échoue? L'image du dé à coudre est rassurante, mais le nom de Fukushima vient immédiatement tout balayer. Comment le manifeste gère-t-il ce traumatisme planétaire? Il le gère de la manière la plus directe et la plus brutale possible. Le point 5 s'intitule « L'accident de Fukushima n'entraînera ni mort ni malade du fait des radioéléments ». C'est difficile à entendre, ça. C'est probablement l'affirmation la plus radicale de tout le document. On a tout en tête des images de catastrophes absolues, des zones d'exclusion, et là, le manifeste nous dit que l'impact sanitaire de la radioactivité est nul. Sur quoi peuvent-ils bien s'appuyer pour dire ça? Il s'appuie exclusivement sur les conclusions du comité scientifique de l'ONU spécialisé sur cette question, l'UNCR. D'après le manifeste, les rapports de cet organisme sont formels. Aucune conséquence sanitaire observable ou future directement due à la radioactivité. Ni sur les travailleurs, ni sur la population. C'est ce qu'ils affirment. Et ils enfoncent le clou avec un rappel factuel terrible. Le séisme et le tsunami ont fait 18 500 morts et disparus. La radioactivité, d'après leurs sources, 0. C'est un recadrage complet du récit. Complètement. Le document va même plus loin. Il souligne un paradoxe. Cet accident aurait convaincu certains militants écologistes historiques de changer de camp et de devenir pro-nucléaire. Incroyable. Et pour le risque au quotidien, celui des centrales qui fonctionnent normalement, les petits rejets, la radioactivité ambiante. Ça, ils le traitent dans leur point 8. Les rejets radioactifs des centrales sont sans danger car négligeables. Et leur méthode? C'est la comparaison. Ils expliquent qu'on baigne en permanence dans la radioactivité naturelle. Ils donnent des chiffres. En France, l'exposition moyenne, en incluant le médical, est de 4,5 millisieverts par an. Et l'impact de toutes les installations nucléaires du pays, il n'ajouterait que 0,01 millisievert à ce total. 0,01. C'est un chiffre qu'ils jugent donc négligeable. C'est ça. Leur stratégie, c'est de dire « vous regardez le grain de sable sur la plage ». Et pour que ça soit encore plus parlant, j'imagine qu'ils comparent ça à un autre risque. Exactement. Ils mettent ce risque quasi nul en face d'un risque bien réel, la pollution de l'air due aux fossiles, qui, elle, causerait plus de 1400 décès prématurés chaque année en France. Le message est clair, vous avez peur du mauvais monstre. D'accord.
On a couvert le climat, l'environnement, la sécurité. Passons au nerf de la guerre, l'argent et la stratégie. Le manifeste aborde forcément la question du prix de l'électricité. Et comment? Le point 3 est un de leurs arguments massus. Le prix de l'électricité en France est l'un des moins chers et des plus stables d'Europe grâce au nucléaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand ils décomposent la facture. Ah, Ils expliquent que les coûts de production du nucléaire historique, en fait, ça ne représente qu'un tiers du prix final payé par le consommateur. un tiers seulement. Et les deux autres tiers, c'est quoi? C'est le coût des réseaux de transport et, surtout, les taxes. Et là, ils lancent un pavé dans la mare. C'est-à-dire? La moitié de ces taxes servirait à subventionner le développement des énergies renouvelables. Donc, si je comprends bien, le sous-entendu, c'est que le nucléaire non seulement ne coûte pas cher, mais en plus, il finance ses concurrents. C'est exactement ça. Et pour couronner le tout, ils précisent que le prix du nucléaire intègre déjà la totalité des coûts futurs. La gestion des déchets et le démantèlement. Tout. C'est une manière de dire que la facture est tout compris, ce qui ne serait pas le cas pour d'autres filières. C'est assez provocateur. Et au-delà du prix, il y a l'argument historique de l'indépendance nationale. Il est toujours d'actualité pour eux? Plus que jamais. Cet argument de l'indépendance, il résonne particulièrement fort aujourd'hui. Le point 9 le martèle, les 75% de nucléaire sont un facteur essentiel d'indépendance. Hmm. Le manifeste insiste sur le fait que la France est un des rares pays à maîtriser toute la chaîne. De la recherche à l'ingénierie, au retraitement, ils avancent que 95% de la valeur ajoutée de la filière reste sur le territoire. C'est une industrie non délocalisable. Et là encore, j'imagine qu'il joue sur le contraste. Toujours, contraste avec les fossiles qui nous lient à des régimes politiques instables, mais aussi avec l'éolien et le solaire qui nous rendraient dépendants des importations de panneaux et de composants asiatiques. Pour eux, le nucléaire, c'est un pilier de souveraineté. Le tableau qu'il peigne est presque idyllique. Une énergie bas carbone, sûre, économique, bonne pour la biodiversité et garante de notre indépendance. La question qui vient tout de suite, c'est mais alors pourquoi vouloir en sortir? Ou même juste en réduire la part? Et le manifeste a une réponse très claire à ça. La politique? La politique. Et le cas de Fessenheim est leur exemple parfait. Oui, Fessenheim est présenté comme le cas d'école de l'irrationalité politique. Totalement. Le point 4 est sans ambiguïté. La centrale de Fessenheim ne ferme pas pour des raisons de sûreté ou économiques, mais politiques. Et pour le prouver, ils sortent une citation du président de l'autorité de sûreté nucléaire lui-même, Ah oui, qui aurait déclaré en 2018 que Fessenheim présentait, je cite, « les meilleurs résultats en termes de sûreté du parc français ». donc l'autorité de sûreté dit tout là bien, et la décision politique de fermeture tombe quand même. C'est le cœur de leur argument. Le triomphe de l'idéologie contre les faits. Avec des conséquences bien réelles. Des milliards d'euros de dédommagement et plus de 5000 emplois locaux impactés. Cette critique de la décision politique s'accompagne d'une critique très dure de la solution de remplacement, j'imagine. Le manifeste semble dire que l'alternative renouvelable n'est tout simplement pas réaliste. C'est leur point 6 et il est très catégorique. Il est techniquement impossible aux énergies renouvelables de remplacer le nucléaire et les fossiles à court et moyen terme. Et l'argument technique, c'est l'intermittence, j'imagine. C'est ça, l'intermittence, le vent ne souffle pas en continu, le soleil ne brille pas la nuit. Pour eux, un système basé massivement sur ces deux sources ne peut pas fonctionner sans un soutien permanent. Et ce soutien, aujourd'hui, il est assuré par des centrales à gaz ou à charbon pour éviter des blackouts massifs et prolongés. Mais on parle tout le temps de solutions de stockage, de batteries géantes, d'hydrogène. Et le manifeste balaye cet argument. Il affirme qu'à l'heure actuelle, il n'existe tout simplement pas de technologie de stockage de l'électricité qui soit mature et déployable à l'échelle d'un pays. Ah, La seule qui existe, ce sont les barrages hydrauliques. Mais on ne peut plus en construire de nouveaux en quantité suffisante. Donc, pour eux, remplacer le nucléaire par les renouvelables, ce n'est pas un choix. C'est une impasse technique qui nous mènerait soit à des coupures, soit à plus d'énergie fossile. si on prend un peu de recul, le manifeste des voix du nucléaire, c'est une tentative impressionnante de reprendre la main sur le récit. Ils prennent chaque critique majeure, climat, déchets, sécurité, coûts, et tentent non seulement de la réfuter, mais de la renverser en avantage. C'est tout à fait ça. Le nucléaire devient la solution la plus écologique, la plus sûre, la plus économique, et la seule garante de notre souveraineté. La thèse de fond, c'est que l'opposition au nucléaire est le fruit d'une perception totalement déformée des faits, une perception nourrie par des calculs politiques, des peurs irrationnelles. C'est ça. Au final, le document est un plaidoyer pour un débat public qui reviendrait à la prééminence des faits pour que les citoyens puissent, je cite, décider avec toutes les cartes en main. Tout à fait.
Et en faisant ça, le manifeste met en lumière une tension qui dépasse de loin la seule question du nucléaire. C'est le choc entre l'expertise scientifique et la perception publique. Oui. Ce qui nous amène à une question de fond. Pour réfléchir, partons de leur postulat, juste pour l'exercice. Imaginons que les faits scientifiques soient aussi clairs qu'ils le prétendent. Mhm. Comment expliquer un tel décalage avec une partie de l'opinion publique? Est-ce la faute des scientifiques qui communiquent mal? Ou est-ce le symptôme d'une crise de confiance plus globale envers les institutions, qu'elles soient scientifiques, médiatiques ou politiques? Ou une troisième option, peut-être. Laquelle? Est-ce que ça nous montre que même si les faits étaient incontestables, un débat de société ne se résume jamais à des données techniques? Voilà. Que d'autres valeurs, notre rapport au risque, le modèle de société que l'on désire, la place que l'on veut donner à la technologie, entrent légitimement en jeu et pèsent au final tout aussi lourd dans la balance.